Première grosse vague, éclatement de la bulle Internet, un sommet qui est ici, quasiment 7000 points. On redescend, la bulle Internet, on retombe très très bas, quasiment à 2300, 2400 points. Ensuite, politique de relance, une nouvelle fois par l'endettement, par la baisse des taux, donc ce à quoi on assiste finalement depuis quelques temps maintenant. Nouvelle bulle qui se crée, et une bulle notamment qui est une bulle du crédit aux États-Unis, qui éclate. Les premiers symptômes commencent à apparaître en 2007, fin 2006, début 2007. La crise suprême donc, qui commence à s'aggraver, et puis, septembre 2008, faillite de Lehman Brothers, donc nous sommes par là. Et donc là, on voit effectivement le marché qui décroche complètement, crash boursier qui suit. On retombe très bas, donc on effectue un nouveau plus bas. Le premier était ici, le second est ici. Donc le second plus bas qui est ici. On rebondit ensuite, court terme. Crise grecque qui tombe rapidement après. On découvre que la Grèce avait fait des levées de fonds hors bilan, avec l'aide de certaines banques d'investissement. On découvre que la Grèce avait menti sur ses comptes au sein de la zone euro. On découvre que l'endettement de la Grèce n'est pas de 100%, mais quasiment de 160% du PIB. Donc c'est un choc évidemment pour les marchés, c'est un choc pour tout le monde d'ailleurs. Le marché décroche rapidement, il tente de se reprendre, reprise de courte durée, on repasse les 4000 points et on rechute sur les craintes cette fois-ci de contagion de la crise grecque aux autres États de la zone euro. Si vous vous souvenez bien, c'était il n'y a pas aussi longtemps que ça, c'était l'été 2011, les taux d'emprunt qui s'envolent pour l'Espagne, pour l'Italie, qui oblige la Banque Centrale Européenne à lancer le programme SMP, le programme de rachat de dettes pour faire baisser les tensions sur les taux. Le marché donc accuse sévèrement le coup évidemment. On redescend sous les 3000 points, après on oscille et on repart maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu 3 échecs sous les 3000 points, et on voit que la dernière vague haussière tout en bas qui commence à repartir, c'est l'intervention cumulée de la BCE, de la Fed et de la Banque du Japon. Donc les 3 banques centrales les plus importantes, avec la Banque d'Angleterre également, mais qui ont décidé de mettre en place des actions très importantes pour limiter l'impact. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, la zone des 3000 points tient bon. Mais ce qui est très très inquiétant, c'est ce qui est ici, c'est ce que j'espère que nous ne verrons jamais. Certains analystes pensent que nous y serons peut-être un jour, moi j'en suis moins convaincu aujourd'hui, mais c'est cette zone basse qui est ici. Vous voyez, on a une zone de support qui passe par les plus bas de la crise Internet, plus bas de la crise des subprimes, donc on a vraiment une zone support qui est dessinée ici. Espérons qu'on ne soit pas attiré vers cette zone-là, parce que si on descend ici, on arriverait dans un schéma économique qui serait une sorte de japonisation de l'économie européenne. C'est-à-dire qu'on tomberait dans un cycle où pas de croissance, endettement récurrent, peu d'inflation finalement, donc une économie qui ne bouge quasiment plus, qui se stabilise. Sauf que le Japon a réussi à maintenir la situation, grosse puissance économique, la dette du Japon est détenue à plus de 90% par les Japonais, ce qui n'est pas le cas pour la dette européenne. Donc ça veut dire que même s'il y a un choc économique, l'économie japonaise, il n'y a pas de risque sur la dette finalement, j'ai envie de dire. Alors que pour l'Europe, c'est très différent. Les investisseurs étrangers tiennent une très bonne partie de la dette européenne. Donc dès qu'il y a des secousses, que se passe-t-il? On se retire du marché et donc les taux s'envolent. Donc en tout cas, pour l'instant, l'action des banques centrales a permis, on a réussi à se hisser à nouveau et à rester au-dessus de 3000 points. Ce schéma rapidement pour montrer l'amplitude des baisses. 65% de baisse du CAC, bulle Internet, 60% crise des subprimes et 34% sur ce qu'on appelle la crise européenne, la crise grecque. Et on se redresse pour l'instant. Alors là, on va rentrer dans une partie un peu plus technique, mais qui pour moi est importante parce qu'elle permettra d'expliquer pourquoi je ne pense pas que l'on devrait avoir un CAC qui redescende sous les 3000 points rapidement. En quelque sorte, on a déjà eu donc ces 3 tests sous les 3000 points. Vous voyez, premier test ici, second test, troisième test. Ce qu'on appelle un test, c'est une incursion, ça. On passe sous les 3000 points et on remonte au-dessus rapidement. Donc 3 tests avec échec à chaque fois, même si on est resté longtemps en dessous. 3 tests avec échec, ça signifie que pour l'instant, la zone support tient bon. Quand une zone support tient bon, le réflexe immédiat des marchés, c'est d'aller tester les résistances. Un support, c'est en bas, résistance, c'est en haut. Quand un support tient bon, le marché va tester la résistance. Après avoir tenu aussi longtemps, 3 fois d'affilée, il y a peu de chances qu'on assiste à une 4e vague baissière qui serait comme celle-ci et qui plongerait tout de suite le CAC à nouveau sous 3000 points. Même s'il y avait encore une fois des éléments négatifs en zone euro, avec les pare-feux qui ont été mis en place, avec l'action potentielle de la Banque Centrale Européenne, on ne devrait pas assister, à court terme en tout cas, à ce type d'éléments-là. Aujourd'hui, on peut affirmer, je pense, sans trop se tromper, que c'est un petit peu la fin de la crise, certains ont dit la fin de la crise tout court. Clairement non, mais en tout cas la fin de la crise systémique, c'est-à-dire la fin du risque de voir s'effondrer globalement une économie, un pays, parce qu'il y a un rempart très important qui est la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. C'est le rempart le plus puissant que puissent avoir les États aujourd'hui. Il n'y a rien de plus puissant qu'une banque centrale. Ça va au-delà de l'État, vous avez bien compris, que le risque qui était passé du secteur privé au départ, les banques notamment, le secteur immobilier, au secteur public, l'État, et au-dessus encore de l'État, il y a la Banque Centrale Européenne. Le rôle qui était joué par la Banque de France à l'époque, qui pouvait dévaluer, qui pouvait monétiser. Aujourd'hui, ce rôle, il incombe à la Banque Centrale Européenne. Donc elle a un rôle qui est très puissant et surtout elle a les outils de ses ambitions, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle peut stabiliser l'économie européenne assez durablement. Donc pour l'instant,
le schéma qui semble se dessiner, c'est celui d'un nouveau test du plus haut annuel. Le plus haut annuel, il est ici, hein, ce que j'entoure en rouge. On était monté au premier trimestre à 3600 points avant de redescendre. On revient maintenant tester ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on aura un scénario comme ici. Vous voyez, entre 2009 et 2011, on avait une espèce de double sommet. Premier sommet ici au-dessus de 4000 points, on redescend. Second sommet à 4000 points, et là on retombe. Ici, je ne pense pas qu'on ait une symétrie ou un schéma similaire par rapport à ce schéma-là. Vous voyez, je ne pense pas qu'on ait double top ici qu'on redescend. Je pense qu'on aura d'abord une incursion au-dessus, avant peut-être effectivement de redescendre, mais là on parle de quelque chose de beaucoup plus moyen long terme. Mais à court terme, je ne pense pas que vu les fondamentaux actuels de l'économie européenne, on assiste à nouveau à un décrochage très fort. Je ne pense pas pour deux raisons. Je vais indiquer la première, c'est la Banque centrale, l'action de la Banque centrale. Ce sont également le fait que les réformes aient commencé à être entreprises. Ces réformes sont très coûteuses en termes de points de croissance à court terme, mais on est en train de construire finalement les bases d'une Europe plus solide pour demain. Donc ça coûte des points de croissance à court terme, mais pas mal d'États sont déjà rentrés dans ce cycle de réformes. Ce n'est pas le cas des États-Unis par exemple. Les États-Unis vont y arriver en fin d'année. Le fameux fiscal cliff, vous avez entendu parler de cet élément financier, c'est quoi? Eh bien, le fiscal cliff qui arrive donc en fin d'année aux États-Unis, c'est une baisse cumulée et, de deux éléments importants, qui est l'arrêt des dépenses de l'État, en tout cas une baisse des dépenses de l'État fédéral américain, couplée à un arrêt des aides fiscales aux ménages, aux sociétés. Donc c'est une coupure globale des dépenses publiques finalement au sein de l'économie américaine pour limiter l'endettement. Si c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord au Congrès, et c'est ça le problème qui va se poser aujourd'hui, après l'élection présidentielle américaine qui va bientôt avoir lieu, eh bien c'est est-ce que le Congrès va réussir à s'entendre pour finalement prolonger les aides fiscales, prolonger les niveaux de dépenses. Quelles seraient les conséquences? Hausse de l'endettement, on passera à plus de 100% du PIB, sans aucun problème, mais maintien de la croissance à flot. Qu'est-ce qu'on fait comme choix et qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix? Soit ils coupent dans les dépenses budgétaires et limitent l'endettement, mais la croissance ralentit, soit ils continuent les dépenses de l'État, ça alimente la croissance se prolonge, mais l'endettement va avec. Ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais avant, en tout cas, d'y arriver, pour l'économie européenne, eh bien, effectivement, je ne pense pas qu'on ait d'autres chocs européens d'ici là. Donc, je pense qu'on devrait casser à court moyen terme, quelques jours, quelques semaines potentiellement, maximum, les 3600 points, et on devra avoir une accélération haussière en direction. Alors, ce que vous avez à l'écran, pour synthétiser rapidement ce que c'est, hein, c'est un élément technique, c'est ce qu'on appelle des retracements, hein, des corrections techniques. On prend un sommet qui est ici, un point bas qui est ici. On lâche donc le petit technique, c'est de retracement automatique, hein, c'est-à-dire que ce sont des ratios mathématiques de correction, et les niveaux de correction interviennent de manière progressive. C'est-à-dire que quand on est passé d'un point A à un point B, et qu'on repart à la hausse, on appelle ça retracer, on corrige à la hausse. Et donc des niveaux de correction qui interviennent de manière automatique. Alors vous allez me dire, mais c'est purement technique, quel intérêt, quel impact sur l'économie réelle? L'intérêt de ces éléments, ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci, qui sont donc des ratios mathématiques, c'est que tous les opérateurs financiers aujourd'hui, les opérateurs de marché, ont exactement le même ratio à l'écran. Donc ce n'est pas un élément que vous paramétrez vous-même, c'est un élément qui est déjà paramétré automatiquement, ce n'est pas du paramétrage, ce sont des ratios mathématiques, hein, entre un point A et un point B. Si tout le monde a les mêmes points à l'écran, eh bien il y a l'effet de masse qui est provoqué. On voit très bien ici que le CAC, par exemple, après cette forte baisse, a d'abord hésité et a buté sur les 3600 points. Les 3600 points, c'était exactement, à 1 ou 2 points près, au retracement de 61,8%. Donc c'est pas un hasard si le CAC 40 s'est arrêté ici. Il redescend, il revient maintenant tester 61,8%. C'est-à-dire que si on casse ce niveau de retracement, eh bien il n'y a pas d'autre niveau de retracement avant le niveau supérieur, qui correspond à un cours de 3820 points, qui correspondrait donc à un retracement de plus de 76%. Ça veut dire que, techniquement parlant, si on arrive à passer à nouveau les 3600 points dans les jours et semaines qui viennent, on peut s'acheminer progressivement dans la zone des 3800 points. Avant d'y arriver, je ne pense pas qu'on y aille évidemment en ligne droite, hein, sur ce niveau-là. Voilà, on devrait, bon, je vous ai remis l'évolution globale, ça a moins d'intérêt. Voilà, ce qu'on aurait déjà visé à court terme, je pense. On va faire des moyennes mobiles également. Les moyennes mobiles, je travaille toujours sur 2 moyennes mobiles, sur tous les graphiques, hein, peu importe qu'on soit sur des indices, des devises, des matières premières, quand vous faites de l'analyse graphique, les moyennes mobiles, je prends toujours une moyenne mobile exponentielle, donc MAE, moyenne mobile exponentielle, et je la prends sur 55 et 100 périodes. C'est-à-dire 55 périodes, c'est celle qui est de couleur noire. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur le graphique, je suis sur un graphique mensuel ici, donc la moyenne mobile ici, sur 55 périodes, elle moyenne les 55 cours de clôture des 55 mois précédents. Si je prends une moyenne mobile exponentielle 100, elle va moyenner les 100 cours de clôture des 100 mois précédents. Donc c'est vraiment une moyenne qui est très très lissée, vous voyez. Elle est exponentielle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça veut dire qu'on surpondère simplement les cours récents. Surpondérer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va donner un poids plus important aux cours de clôture récents
par rapport au cours de clôture ancien. Donc on aura des moyennes mobiles qui vont être beaucoup plus réactives et qui vont s'infléchir plus rapidement à la hausse ou à la baisse selon les réactions du marché. Tout ça pour vous dire que donc à court terme, je pense qu'après cette double phase, ce double test, ce triple test plutôt, des 3000 points en mensuel, c'est un peu moins visible, mais on le voit bien en hebdo, on pourrait donc se rapprocher et avoir au moins à court terme une incursion au-dessus des 3600 points qui sont là, et se rapprocher de la moyenne mobile la plus courte, celle qui est sur 55 périodes, dont le cours se trouve actuellement à 3720 points. Donc c'est à peu près ça qu'on peut tenter de viser dans les jours qui viennent. Encore une fois, le scénario le plus négatif, et je pense qu'on va le voir très rapidement. Là, on est vraiment dans ce qui va conditionner l'évolution de l'indice dans les mois à venir. On est en plein dedans maintenant. Soit effectivement, on a un double top ici, 3600 points et 3587. C'est le niveau auquel on s'est arrêté l'autre jour, quasiment sur les plus hauts. Si c'est un double top qui se dessine, c'est ultra baissier. Ça veut dire qu'on fera un top, un second top, et on repartira très rapidement à la baisse. Je ne pense pas, je n'espère pas en tout cas, mais je ne pense pas que ce soit l'élément qui prévaille actuellement. Donc je pense qu'on aura au moins une incursion au-dessus du plus haut récent, et cette incursion pourrait se faire en direction des 3700-3720 points. C'est le seul, je ne vais pas dire objectif, mais le seul niveau que je donnerai aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aille tout de suite à 4000 et au-delà. Je pense à court terme, ce qu'on peut viser d'ici les jours qui viennent et potentiellement d'ici la fin de l'année, c'est une incursion dans cette zone de prix, voilà, ici au niveau des moyennes mobiles, 3700, 3800 points, ça semble être un objectif raisonnable d'ici la fin de l'année. Pourquoi j'ai un petit peu ce scénario-là? Parce qu'on a eu tous ces éléments-là également qui sont venus s'ajouter à l'analyse graphique. Vous voyez que les cours apparemment très fortement baissé ici en 2008-2009, donc fin de la crise des subprimes, nous sommes ici. Le marché touche un point bas, il rebondit. Premier test au-dessus des moyennes mobiles, sur un graphique hebdomadaire, donc c'est quand même un graphique qui est moyen long terme. On passe au-dessus, pullback sous les moyennes mobiles, on redescend rapidement en dessous. Deuxième test haussier, on repasse encore en dessous. Troisième test haussier, nouveau pullback. Et là, on est sur le quatrième test haussier. Il y aura peu de chances que l'on échoue sur un quatrième test. C'est-à-dire que généralement, quand on a plusieurs fois ces mouvements de repli baissier, quand on recasse une nouvelle fois, on peut pourquoi pas venir s'appuyer un petit peu, redescendre et tester la moyenne mobile qui est ici comme support, mais la probabilité, là on parle de probabilité en quelque sorte, la probabilité de voir le cours repartir à la hausse est plus importante que celle de le voir repartir à nouveau sous les moyennes mobiles. Donc je pense que le fait d'avoir franchi, surtout sur un graphique long terme, les moyennes mobiles à la hausse, les deux en plus, est plutôt un signal de poursuite de la hausse. À court terme, ce que l'on risque, c'est peut-être de tergiverser un peu dans cette zone-là, en gros entre 3400 et 3600 points. On peut rester, consolider un petit peu là-dedans, mais tant qu'on ne recasse pas et on ne repasse pas sous cette moyenne mobile qui est la plus courte, il n'y a pas de danger de voir le CAC rebaisser. Donc pour moi, le danger, il est ici. C'est-à-dire que, alors pardon, je ne vais pas mettre ça dessus. Voilà, pour moi, le risque baissier pour le CAC 40, si vous êtes acheteur et que vous gardez les positions acheteuses à compter de ce jour, il faudra, je pense, sortir de vos positions si on repasse sous ce point-là. Je suis désolé pour ceux du fond, c'est un peu petit. C'est le niveau des 3370 points. C'est un niveau sur lequel on s'est appuyé 3 fois, sur le graphique en quotidien, 3 fois avant de rebondir. Donc si on repasse sous ce niveau-là, 3370 points, c'est le niveau de déclenchement à la baisse, c'est ce cassure de ce point qui pourrait signifier qu'effectivement on ne passe plus en mode haussier mais qu'on repasse potentiellement en mode baissier. Donc pour ceux qui ont des positions acheteuses, positions longues dans le marché, le point de sortie, le stop pour moi doit être mis à 3370 points et l'objectif, donc on peut viser 3700, 3720 dans les semaines qui viennent.